Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'introduire la conférence d'Anne-Marie Nader, qui est ergothérapeute et neuropsychologue, professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal et chercheure régulière au CIUS du nord de l'île de Montréal. Je vous demanderai de fermer vos micros. Vous pouvez ouvrir vos caméras si vous le souhaitez. La conférence d'aujourd'hui sur l'heure du midi dans le cadre de la semaine de la recherche 2025 du Centre de recherche Savoir partager pour l'axe cerveau en action, volet santé mentale particulièrement. Et la présentation de professeur Nader a pour titre Autisme et apprentissage quand le profil développemental rencontre l'expérience des personnes autistes. Alors, sans plus tarder, étant donné qu'on a 1 heure, hein, ça va rapidement. Anne-Marie, à toi l'honneur. Merci Julie pour l'introduction. Est-ce que le son est bon? Vous m'entendez bien? Oui? Parfait. Bien, merci pour l'invitation. Donc, je suis bien heureuse d'être là et de passer l'heure du lunch avec vous. Comme Julie l'indiquait, donc, je suis professeure au département de psychologie à l'Université de Montréal, plus spécifiquement là, dans la section en neuropsychologie clinique. Je suis aussi ergothérapeute et neuropsychologue. Ça fait plus de 20 ans que je travaille avec la population en autisme. Pas que, donc en santé mentale également plus largement, mais avec la population autiste, plus spécifiquement, enfants, adolescents et dans les dernières années là, avec les adultes. Quand on a proposé ce webinaire-là, j'essaie de voir l'angle qu'on pouvait prendre et j'avais envie de vous partager peut-être un des volets des travaux de recherche qu'on mène dans notre équipe, donc dans le laboratoire, qui touche beaucoup la question des apprentissages en autisme et ce maillage-là entre ce qu'on apprend, de comment se font les apprentissages en autisme, mais aussi le transposer, donc dans la vraie vie des gens, donc à l'école, notamment quand on pense aux enfants, donc de voir comment on peut tisser ces ponts-là, puis prendre ce que l'on connaît, travailler avec les milieux aussi pour essayer, puis apprendre des milieux aussi pour des fois nourrir nos recherches, donc créer ce pont-là. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai beaucoup d'exemples dans la pratique clinique où c'est arrivé régulièrement qu'en voulant, soit moi ou en observant d'autres intervenants, essayer de mettre en place des choses pour accompagner des personnes autistes dans leurs apprentissages. Quand je dis apprentissage, dans son sens large, donc pas que apprentissage scolaire ou académique, mais apprentissage qui est un peu à la base de toute forme d'intervention. Souvent, j'avais l'impression que quand on essayait de mettre des choses en place un peu basées sur ce qu'on connaît du développement plus global là, des enfants, mais ça ne marchait pas toujours. Puis des fois même, c'était comme le contraire. Donc, je me souviens des fois en évaluation, par exemple, quand on évalue la cognition sociale, puis qu'on montre des images, par exemple, de visages, puis on essaye de rendre d'épurer un peu l'environnement, prendre un item à la fois. Bien, souvent, quand on rangeait le matériel, il y a beaucoup d'enfants que c'est le contraire, voulaient ressortir le matériel, placer tout ça, comparer un peu leur information. Donc, comme si des fois, on faisait fausse route. Fait que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et je trouve qu'il est assez porteur pour essayer de comprendre comment aménager des environnements là, en conséquence. Fait que ce que je vous propose pour ce midi, euh, 3 thèmes là, principaux. Donc, mettre la table sur la situation des élèves autistes à l'école parce qu'on pourrait quand même donner un angle un peu plus scolaire, peut-être. On a plusieurs travaux qui se font avec le milieu scolaire, donc ça pourrait être intéressant là, d'aller voir un peu ce qui se passe de ce côté-là. Donc, voir un peu un état de situation avec quelques faits. Vous présentez quelques résultats d'études qui portent sur l'apprentissage en autisme de d'autres collègues et de ce que l'on fait aussi nous-mêmes, donc qui nous permettent, en tout cas tranquillement, de voir que l'apprentissage semble se faire différemment en autisme, pour après ça, aller voir justement qu'est-ce que les personnes en pensent, notamment les enfants, de ce qu'ils trouvent être des milieux qui sont favorables, des façons d'apprendre qui sont favorables aussi, puis de voir si on peut tisser des liens entre tout ça. Donc, voilà. C'est intéressant de voir parce que même si on est dans le cadre scolaire un peu plus spécifiquement, on peut imaginer qu'il y a bien des choses que les gens nomment qui pourraient s'appliquer à d'autres types d'environnements. Je pense au chez soi, je pense au milieu de travail, même dans nos services cliniques, il y a des éléments aussi qui peuvent être pertinents, je pense, dans ces échos-là que l'on reçoit aussi là, des gens. Donc,
Qu'en est-il un peu de la situation des élèves autistes à l'école? Quelques chiffres là, pour commencer. Donc, quand on regarde au niveau scolaire, donc ce qu'on appelle les élèves HDA, donc qui sont en situation de handicap ou avec des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage, mais le tiers de ces enfants-là sont des enfants autistes. Donc, les enfants autistes constituent la majorité des élèves, le principal groupe, si on veut, là, dans les élèves HDA à l'école. Et quand on regarde où est-ce que ça se distribue un peu là, dans le milieu scolaire, c'est assez réparti entre les classes ordinaires et les classes spécialisées, donc dans les classes qui sont adaptées, et une plus petite proportion qui sont en école spécialisée. Donc, c'est assez réparti là, de façon équitable entre le contexte régulier, le contexte spécialisé, même, si vous voyez ma souris, là, même les classes ordinaires, souvent quand on présente ces chiffres-là au milieu de l'éducation, ils font bien de nous rappeler que ça reste les données d'enfants qui ont souvent un diagnostic et une cote aussi associée à ça. Donc, ce chiffre-là pourrait être quand même plus élevé, là, donc ne contient pas tous les élèves autistes dans les classes régulières. Oups, pardon, on va aller de l'autre côté. Deux enjeux peut-être principaux à l'école et puis qui vont faire un peu le lien avec les études que je vous présente là, par la suite. D'abord, la question du bien-être émotionnel à l'école est quand même un enjeu important. Pas que pour les enfants autistes, je pense qu'on le voit bien notamment dans les médias, puis avec différents éléments qu'on peut voir aussi qui touchent plus largement les enfants. Mais l'anxiété chez les enfants autistes à l'école, c'est vraiment un aspect qui est important. Quand on regarde dans les études, à peu près la moitié des garçons et des filles autistes vivent une anxiété qui est jugée comme étant significative à l'école. Donc, elle a un impact là, sur le plan scolaire, qui peut être à différents égards. Et cette anxiété-là, elle est souvent croissante au courant de la scolarisation. On la voit déjà au primaire, mais on la voit souvent augmenter à l'arrivée du secondaire, où les exigences sociales augmentent, les exigences académiques augmentent, les demandes en autonomie aussi. Donc, on voit bien souvent cet élément-là, donc un enjeu qui s'accroît avec le temps. Quand on regarde aussi les données, encore là, du ministère, donc d'élèves qui se retrouvent en rupture de fonctionnement, donc des enfants qui sont scolarisés, ben, des fois plus du tout, ou à temps partiel, donc certaines journées par semaine, ou pas des journées complètes à l'école, ben encore là, les élèves autistes sont le groupe d'élèves qui est le plus nombreux à se retrouver là, dans ce contexte-là. Donc, on le voyait récemment aussi, là, notamment dans la presse, il y avait un dossier sur cette situation-là et on peut imaginer tout l'impact que ça a pour les parents aussi également. Puis ce qui est intéressant, donc un levier peut-être qu'on a aussi, c'est que le bien-être, dans le dernier plan d'action du ministère de l'Éducation, ça a été nommé comme une priorité, pas que pour les élèves autistes, pour tous les élèves. Donc, il y a vraiment là un aspect là, à regarder. L'autre aspect, puis on fait le lien aussi avec la question des apprentissages, c'est que la réussite éducative des élèves autistes, elle est aussi un enjeu qui est important. Quand on regarde le taux de diplomation en autisme, il est souvent plus bas que d'autres groupes d'élèves qui ont aussi d'autres conditions. Donc, ça reste un enjeu. On parlait des ruptures de fonctionnement. Le taux d'absentéisme est quand même plus élevé aussi que pour la moyenne des jeunes aussi, donc qui met un autre frein de plus pour les acquisitions scolaires. Et quelque chose qu'on voit souvent dans la recherche aussi, c'est cet écart-là entre le rendement académique et le profil cognitif. ¿Qué tiene manga? Sí te escuché. Vanessa, ¿sabe? Est-ce que c'est possible de fermer votre micro? Donc, cet écart-là, merci, entre le profil cognitif et le rendement cognitif. Donc, puis ça, on l'entend souvent d'enseignants qui vont dire, ben, il me semble que je sens qu'il pourrait aller beaucoup plus loin, faire davantage, mais j'arrive pas à lui présenter les informations d'une façon qui semble avoir un sens pour lui, ou quand on arrive à mesurer les apprentissages, il y a un écart qui est là aussi. Fait qu'on a souvent cet écart-là entre le rendement académique et le profil cognitif. Et là, la question, effectivement, est-ce que les enfants autistes apprennent différemment? Parce qu'il faut rappeler, hein, pendant de nombreuses années, on avait l'impression que les enfants autistes apprenaient très difficilement, qu'il fallait vraiment tout mâcher par petits morceaux, que l'accès à des apprentissages plus complexes ou abstraits, c'était quelque chose de difficile. Le vent a tourné là, depuis, mais ça a été quelque chose qui est resté pendant un long moment. Et dans les 30 dernières années, avec l'essor un peu des recherches en cognition notamment, ça a permis de mettre en lumière
de nombreuses forces aussi chez les personnes autistes et des capacités qui sont très, très intéressantes à cet égard-là. Un exemple, juste pour illustrer, les forces perceptives que l'on connaît bien en autisme, elles sont bien documentées avec de nombreuses études qui sont là pour l'appuyer. Je vous ai mis quelques exemples ici, mais quand on pense à des tâches en recherche visuelle, par exemple, il faut trouver est-ce qu'il y a, bon, la cible ici d'un X rouge, est-ce qu'elle est là ou non? Des tâches de reproduction de modèles avec des blocs, par exemple, dans les tâches en figure enchevêtrée, donc prendre un petit élément qu'on doit trouver parmi un ensemble, des tâches de rotation mentale, les illusions visuelles aussi, où elles se font souvent moins prendre peut-être dans les illusions visuelles que dans la population en général. Donc, ces forces-là, elles sont bien documentées. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces forces perceptives-là, elles servent souvent ailleurs dans la cognition. Donc, quand on pense à des tâches même assez complexes en raisonnement, en résolution de problèmes, en catégorisation, souvent on va avoir un appui beaucoup plus grand sur la perception visuelle pour mener à terme ces tâches-là aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir finalement qu'est-ce qu'il y a de commun dans ces tâches-là qui semblent être un levier, en tout cas pour de nombreuses personnes autistes, parce qu'il faut dire qu'on les a retrouvées autant à l'enfance qu'à l'âge adulte, ces forces-là. Et quand on regarde, on essaie de voir, effectivement, ben, c'est le genre de matériel, hein, de tâches où toute l'information, elle est toujours présente, contrairement des fois à l'information verbale qui disparaît un peu au passage du temps. L'information visuelle reste, donc elle est accessible tout du long de la tâche. Souvent une facilité à discriminer aussi, puis à traiter l'information plus locale, là, quand on pense justement à la recherche de cibles, par exemple, à trouver une partie d'image dans un tout. Peut-être une capacité plus grande aussi à se détacher du contexte plus global, donc un peu des effets un peu top-down qui peuvent être diminués, mais en tout cas moins utilisés dans certains contextes, comme dans les tâches d'illusion visuelle, justement, où ça sert. Et cette aisance-là pour dégager, en fait, des régularités, des patterns. Donc, ce qui sort du lot, on le capte assez vite. Donc, encore là, cet exemple-ci dans les tâches de recherche visuelle. Donc, ce qui sort un peu du lot, ben, c'est assez, il y a cette aisance-là puis on le voit aussi dans les rencontres, par exemple, quelque chose qui sort du lot sur un mur, par exemple, c'est ce qui va accrocher souvent le regard, par exemple, de personnes autistes. Donc, ces éléments-là qui font en sorte que c'est un appui intéressant, puis ça peut mettre la table pour la suite quand on cherche à créer des contextes là, qui sont favorables. Ensuite de ça, donc dans la poursuite de l'histoire, si on veut, surtout dans les 10-15 dernières années, c'est intéressant de voir, on a constaté qu'en effet, l'apprentissage est possible, l'apprentissage de contenu complexe est possible, mais que tranquillement, la façon dont on présente les choses aux personnes autistes peut vraiment avoir un impact sur la qualité de l'apprentissage ou la qualité du rendement. Donc, je vous montre un exemple ici, c'est une étude qui date un peu, mais que j'aime bien parce que quand on regarde avec cette tâche-ci, là, donc le Wisconsin Card Sorting Test, qui est la tâche la plus utilisée pour documenter, entre autres, les difficultés de souplesse cognitive en autisme. Donc, c'est une tâche pour ceux et celles qui la connaissent moins, où la personne doit classer différentes images en fonction d'un critère. Donc, ça pourrait être selon la couleur, la quantité, la forme. Et ce critère de classement-là va changer au passage du temps. Puis, la seule manière de renseigner la personne, c'est en lui disant si oui, son classement est bon ou non, son classement n'était pas bon. Puis quand on se fait dire que c'est non, ben, on s'attend à ce que la personne, finalement, change tranquillement de façon de classifier l'information. Et c'est intéressant parce qu'ici, les auteurs ont simplement changé la tâche légèrement. Donc, continuer à dire oui quand la personne classait bien, mais ont retiré le non quand elle ne classait pas bien. Puis ce qu'on a pu voir, c'est un effet inverse, dans le fond, entre les personnes avec un développement typique et les personnes autistes, ou les personnes avec les enfants en général, oui, c'était avec, non, des adultes, pardon. La performance ici diminuait, alors que pour les personnes autistes, on a vraiment vu une amélioration là, dans le rendement. Donc, une simple modification a eu quand même un impact important. Un autre exemple, ça c'est quelque chose qu'on a fait quand j'étais au doctorat, donc avec Isabelle Soulière, où encore là, quelque chose d'assez près de la clinique, donc un peu comme la tâche précédente qu'on utilise en clinique régulièrement. Ici aussi, quand on cherche à estimer, par exemple, le fonctionnement intellectuel des personnes autistes, et ça aussi, ça a été mené ici, ça a été mené dans d'autres études
études aussi, on se rend bien compte que selon l'outil qu'on utilise pour estimer le fonctionnement intellectuel, ça peut avoir un impact assez important sur l'estimation qu'on en fait. Donc, par exemple, quand on compare les échelles Wechsler que vous avez sur l'axe des Y ici, donc qui est l'outil le plus couramment utilisé pour faire ce genre d'évaluation-là, et par exemple les matrices de Raven que vous avez là, ici à gauche, je pense que vous voyez simplement là, un peu ce que la tâche demande, donc de compléter ces différentes matrices-là selon un choix là, qui est proposé. Mais dans la population générale, donc ici, c'était fait avec des enfants, les enfants vont avoir, les enfants en développement typique vont avoir un rendement qui est assez homogène. Donc, quelqu'un qui est dans la moyenne aux échelles Wechsler risque d'être assez souvent dans la moyenne aux matrices de Raven, tandis qu'en autisme, c'est pas rare de voir ces écarts-là. Donc, de voir, par exemple, un rendement assez bas aux échelles Wechsler, mais avoir de très bons résultats là, aux matrices de Raven. Donc, encore là, la façon dont on choisit la tâche, donc a un impact, et la façon dont le contenu est présenté peut certes avoir un impact sur l'accès ou non aux capacités dans ce cas-ci, mais on peut imaginer aussi sur l'apprentissage. Donc, à partir de là, moi, c'est quelque chose que j'avais envie de pousser aussi, entre autres, durant mon doctorat ici, où de creuser un peu cette question-là, de voir, bien, finalement, quand on apprend une situation d'apprentissage, ce module, dans le fond, selon différents paramètres. Donc, on voyait tantôt avec l'exemple du Wisconsin, donc la façon dont on donne la rétroaction peut avoir un impact. Donc, de voir un peu cette intensité-là dans la rétroaction, est-ce qu'elle a un impact ou non dans la qualité de l'apprentissage? Puis, avec la seconde étude que je vous ai montrée avec l'exemple des matrices de Raven, on voit que la présentation du matériel a aussi un impact sur la qualité là, de l'apprentissage, peut avoir un impact sur la qualité de l'apprentissage. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu investiguer plus intensément avec des enfants autistes, surtout d'âge primaire, une cinquantaine d'enfants autistes, une cinquantaine d'enfants typiques, donc qui ont appris de nouvelles informations, qui ont changé un peu les situations d'apprentissage pour aller évaluer ces deux composantes-là. Donc, pour ce qui est de l'intensité de la rétroaction, l'idée, c'est de comparer une situation où on garde l'intensité un peu plus faible, puis une situation où on hausse un peu l'intensité là, de la rétroaction, puis voir un peu si l'impact est similaire avec comme hypothèse qu'une plus grande intensité n'aiderait pas nécessairement les enfants autistes, pourrait peut-être même nuire. Donc, on voit ici l'idée, on simulait un comptoir de crème glacée où les enfants devaient apprendre à distinguer. Donc, c'est sûr, il faut créer une situation d'apprentissage, quelque chose de nouveau que les enfants n'ont pas appris précédemment. Donc, si on veut mesurer ça. Donc, un comptoir de crème glacée avec des clients, dans le fond, qui se présentaient et il fallait un peu apprendre finalement qui préfère la crème glacée à la vanille de ceux qui préfèrent la crème glacée au chocolat. Donc, nos deux catégories d'informations. Et les clients étaient en l'occurrence des personnages de M. Patate qui se pouvaient différencier dans le fond sur différentes caractéristiques, s'ils avaient oui ou non un chapeau, des lunettes, une boucle, une moustache. Et dans la situation où on gardait l'intensité plus faible, en fait, ben, le personnage est présenté. C'est sûr qu'au début, on est beaucoup dans l'essai-erreur. Hein, on prend une chance, puis selon la rétroaction qu'on reçoit, l'apprentissage se fait. On gardait la rétroaction plus basse, donc oui ou non, la réponse était bonne. Puis, dans le contexte où l'intensité de la rétroaction était un peu plus forte, bien, quand l'enfant avait la bonne réponse, il y avait une petite animation là, visuelle avec un feu d'artifice et un petit effet sonore, pas très fort. Là, on peut comprendre là, dans le contexte, surtout en autisme aussi, des fois avec les sensibilités. Donc, assez doux, mais quelque chose qui rajoutait là, à l'animation quand l'enfant avait la bonne réponse. Et ce qui est intéressant, si on regarde plus la partie à gauche du graphique, on va revenir à celle à droite après, mais en gris, vous avez les enfants non autistes, donc à développement typique, et en bleu, les enfants autistes. Mais on voit que pour les enfants autistes, avoir une plus forte intensité de rétroaction, ce n'est pas venu aider. Leur performance était très similaire entre les deux contextes, tandis que pour les enfants non autistes, ça, c'est venu aider. Donc, ils ont comme mieux appris finalement quand on a haussé l'intensité de la rétroaction. Donc, cette hausse de l'intensité-là de rétroaction n'a pas eu d'impact pour les enfants autistes, mais il y en avait une pour les enfants non autistes. Donc, déjà un élément intéressant pour voir qu'un des leviers n'agit pas de la même façon finalement là, entre les groupes. Ensuite, pour la présentation du matériel,
Un peu dans l'idée justement où on voyait tout à l'heure là, les forces en perception visuelle, l'idée était de voir, ben, essayons de comparer un peu ce qu'on fait plus traditionnellement en intervention. L'exemple que je vous nommais justement, où on essaie d'épurer un peu puis de montrer un élément qu'on prend le temps d'observer ou d'apprendre, puis après ça, on passe au suivant. Donc, une présentation plus isolée, donc très séquentielle, avec un élément à la fois, on observe, puis oups, on passe au suivant, versus une présentation plus simultanée, donc où on présente plusieurs items en même temps. L'enfant avait des cartes dans ses mains, pouvait les placer sur une maquette, puis finalement voir un peu les récurrences entre ceux qui préfèrent la vanille de ceux qui préfèrent le chocolat et y aller comme ça là, avec plusieurs items montrés là, simultanément. Et là, ce qui est intéressant, on est dans la partie à droite du graphique ici. Encore en gris, vous avez les enfants typiques et les enfants autistes en bleu ici. Donc, cet accès-là à plusieurs systèmes en même temps, ça n'a pas eu d'impact pour les enfants non autistes. Eux, un ou plusieurs en même temps, ils ont appris de la même façon. Tandis que pour les enfants autistes, ça a eu, ça a eu un impact ici. Puis c'est d'ailleurs la situation ils ont le mieux appris, c'est dans cette situation-là où ils avaient accès à plusieurs items en même temps. Donc, cet accès à toute l'information qui est nécessaire, si on veut, en tout cas, du moins plusieurs éléments pertinents, c'est venu aider les enfants autistes, mais pas les enfants non autistes. Et ce qui est intéressant quand on continue, ben, c'est de voir finalement, est-ce que les stratégies diffèrent quand finalement à travers ça, puis selon ces différentes situations d'apprentissage-là. Donc, c'est aussi une tâche, une activité qu'on a fait en colligeant des mesures de poursuite oculaire. Donc, de voir un peu où est-ce que les enfants portent attention, combien de temps ils portent attention aux informations et en s'attardant beaucoup à la durée des fixations, donc au temps mis à regarder chacun des éléments. En l'occurrence, il y a pas mal 4 éléments qui sont clés à regarder pour savoir finalement si un client appartient ou non à telle catégorie. Puis la quantité de fixation, donc des va-et-vient que les enfants faisaient sur les différentes régions. Et ce qui est intéressant, si on regarde d'abord les temps de fixation, bien, de manière générale, peu importe la situation d'apprentissage, donc même pour des situations où les enfants autistes apprennent tout autant que les enfants à développement typique, bien, les autistes regardent moins longtemps les régions qui sont pertinentes que les enfants typiques. Donc, comme si une fois qu'ils ont pris leur décision ou qu'ils ont maîtrisé l'information, n'ont pas besoin de continuer à regarder ces éléments-là. Et un peu la même chose pour la quantité de fixation. Donc, quand on regarde le va-et-vient, le nombre de fois que l'enfant revient, dans le fond, sur chacune de ces régions-là clés, donc les régions qui sont pertinentes pour pouvoir classer justement, puis différencier les stimuli. Mais encore là, de façon générale, peu importe la situation d'apprentissage, le nombre de fixations est plus bas chez les autistes que chez les enfants typiques. Puis ça, c'est intéressant parce que dans la recherche, souvent, la quantité de fixation, donc le va-et-vient que la personne fait, par exemple, sur différents éléments, là, quand on regarde des mesures en poursuite oculaire, c'est souvent utilisé comme une mesure pour la souplesse cognitive. Ça a souvent été lié justement aux difficultés de souplesse cognitive. Puis dans ce cas-ci, c'est intéressant parce que moins de fixation, ça ne veut pas nécessairement dire plus de rigidité ou une moins grande souplesse cognitive. Au contraire, donc on la voit aussi dans des situations où les enfants apprennent tout à fait très bien. Donc, comme si une fois qu'ils n'ont pas besoin de garder plus longtemps puis plus souvent ces éléments-là, une fois que l'apprentissage est fait ou que la décision est prise à travers ça. Donc, ça ne révèle pas nécessairement quelque chose de moins bien ou de lacunaire là, dans ce sens-ci. Puis ce qui est intéressant pour terminer avec cette étude-là, c'est que quand on regarde aussi les stratégies que les enfants prennent, un enfant pourrait choisir, par exemple, ce qu'on appelle le one cue. Là. Donc, par exemple, prendre une caractéristique, de dire, ben, moi, à chaque fois que je vois un chapeau, je pense que c'est des clients qui vont préférer le chocolat, ou plutôt une combinaison d'indices. Donc, de dire, ben non, finalement, c'est plutôt quand il y a le chapeau jumelé avec la moustache qui fait en sorte que ce client-là a plus de chances de préférer la vanille ou le chocolat parce qu'on est dans un contexte plus de catégorisation probabiliste. Là. Donc, il y a comme des statistiques un peu qui font en sorte que certains clients ont risquent plus de se retrouver finalement dans l'une ou l'autre des catégories. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ici, justement, on comparait la situation présentation isolée
présentation simultanée, donc je rappelle celle où les enfants apprennent particulièrement bien, bien, c'est intéressant de voir que dans la situation isolée, aucun enfant est arrivé à utiliser une stratégie plus complexe où on devait combiner des régions ensemble, donc de combiner différentes informations pour faire son classement. Tandis que dans une présentation simultanée, ici donc en brun vert foncé, on voit qu'il y a quand même plus d'enfants autistes qui ont été capables d'utiliser une stratégie plus complexe. Donc, cet impact-là, on le voit aussi là, à ce niveau-là. Donc, si on continue notre chemin tranquillement, bien, quand on prend tout ça, et avec bien sûr d'autres études, bien, ça a permis de mettre en lumière différentes pistes qui font en sorte que on semble avoir des éléments qui semblent être facilitants quand on veut soutenir les apprentissages en autisme. Ça, c'est un visuel là, qui est sur le Réseau national d'expertise en autisme, donc développé là, avec Isabelle Soulière, donc où il y a comme 5 grands éléments qui ressortent un peu de la littérature, mais de recherche beaucoup en cognition pour l'instant. Donc, l'information présentée visuellement, de façon structurée, on le voit dans les matrices, accès à l'ensemble de l'information, donc l'exemple de l'étude que je viens de présenter, qui permet la manipulation, l'expérimentation. Donc, on le voyait aussi dans l'étude précédente où les enfants pouvaient détenir le matériel en main, le placer, l'organiser à leur guise. Et une rétroaction peut-être qui est plus intéressante quand elle est informative que seulement motivationnelle, comme on pouvait voir là, dans la première étude sur l'intensité de la rétroaction. Et l'idée, c'est de voir, ben, pour la seconde partie de la présentation, quand on va à la rencontre des personnes autistes, est-ce qu'on retrouve ces éléments-là? Est-ce que quand ils nous parlent de situations qui sont facilitantes pour eux, on retrouve ces éléments-là? Est-ce qu'ils nous amènent sur d'autres pistes aussi pour continuer à nourrir notre réflexion? Puis, beaucoup dans le cadre scolaire, vu que les enfants passent quand même la majorité de leur journée à l'école, c'est quand même un lieu d'apprentissage aussi, donc d'aller à cette rencontre-là. Donc, c'est un peu l'idée des prochaines études que je vous présente. Donc, des études pour la plupart qui sont en cours. C'est un projet là, qui se dessine un peu dans le temps où l'idée, c'est de voir autant au niveau primaire, secondaire, à travers les différents profils d'enfants aussi, à la fois voir ce que c'est un environnement scolaire qui est favorable. Donc, qu'est-ce que les enfants ont à dire sur une école où ils se sentent bien et où ils apprennent bien. Puis, aussi, quand on arrive dans la situation d'apprentissage plus précise, donc, quand il est temps de faire du français, des maths, qu'est-ce qui semble être aidant. Et ce qui est intéressant, ce qu'on essaie de faire beaucoup dans le laboratoire, c'est de développer des méthodes de collecte de données pour aller aussi chercher l'opinion puis la voix d'élèves et d'enfants autistes qui sont parfois plus souvent exclus de la recherche aussi, en utilisant justement ce qu'on sait qui est plus facilitant dans la façon de présenter l'information pour développer des outils de mesure qui vont intégrer ces principes-là aussi, qui augmentent en tout cas nos chances de pouvoir aussi aller chercher l'opinion d'enfants qui parfois ont moins l'occasion de se prononcer. Donc, voilà. Fait que, premier exemple d'étude sur la question peut-être plus de l'environnement scolaire. Donc, qu'est-ce que c'est une école où les enfants se sentent bien? Donc, c'est le projet d'Isabelle Vigneault-Mousseau. L'idée, c'était d'utiliser, peut-être certains connaissent le parcours commenté, donc d'adapter le parcours commenté avec justement tout un peu le guide que je vous nommais, là, les 5 principes ou les 5 pistes, en tout cas, pour aménager le contenu quand on présente le contenu de la collecte de données aux enfants. Mais un parcours commenté hein, où on est dans l'école de l'enfant. C'est souvent plus facile parce qu'on est dans le lieu aussi, on a accès justement à l'information, on peut manipuler, rendre les choses un petit peu plus manipulables quand on veut exprimer aussi notre opinion. Circuler dans l'école, puis l'idée, c'est que les enfants ont une matrice, un peu comme à l'image des matrices de Raven tout à l'heure ou des matrices là, de M. Patate, avec tous les espaces scolaires, les endroits, des coins dans l'école, puis l'enfant peut justement choisir des espaces où il a envie de nous amener, là où il est bien, des endroits où il se sent moins bien. Et ça permet d'entamer un peu la conversation avec l'enfant, conversation qui peut être très bien adaptée aussi selon différentes modalités. Donc, c'est un peu l'idée d'avoir le parcours commenté, donc où différents espaces se sont ciblés justement à la fois où on se sent bien, où on se sent moins bien. Puis c'est pour ça avec un entretien avec les enfants, entretien très adapté aussi, avec beaucoup de contenu visuel qu'on peut classer aussi selon nos préférences et qui couvre là, différents volets de l'école. C'est un projet, il faut dire, qu'on fait avec une équipe plus large aussi, notamment avec des gens qui sont
à la faculté d'aménagement à l'Université de Montréal, donc pour le volet très au niveau d'architecture et du design aussi qu'on voulait intégrer là, dans ce projet-ci. Donc, on a rencontré 45 enfants autistes pour l'instant. Je mets une petite étoile à côté de classe adaptée parce que c'est sûr qu'on a plus rencontré d'enfants dans les projets que je vous présente pour l'instant en classe spécialisée qu'en classe régulière. Donc, c'est sûr que ça amène un certain biais dans les données, dans le sens où on peut imaginer que les classes qui lèvent vite, oui, la main pour nous recevoir sont peut-être des classes qui offrent peut-être une certaine adaptation déjà ou qui ont réfléchi à certaines pratiques aussi. Donc, à voir là, pour la suite du projet. Donc, un projet qui est mené au primaire pour l'instant. Et c'est intéressant parce que les enfants nous amènent vraiment sur des pistes, autant sur l'environnement social que bâti, mais ils nous amènent aussi sur qu'est-ce qu'on fait à l'école est aussi important. Donc, sur l'aspect plus occupationnel au niveau scolaire. Donc, au niveau social, différents éléments qui sont ressortis comme, ça a l'air banal, là, l'importance des relations significatives, mais tellement pas, parce que, ça revient dans à peu près tous les projets que l'on mène et dans d'autres équipes de recherche aussi. Et il y a encore un peu certains a priori, des fois, où en autisme, les relations, à cause des défis sociaux, les relations sont peut-être moins importantes. Il y a des enfants parfois qui sont un peu plus en retrait, donc comme si on minimisait l'importance de cet élément-là, mais les enfants le nomment vraiment très clairement, l'importance d'une relation qui soit de confiance et significative avec à la fois des adultes et des élèves. Le pairage d'élèves, donc il faut dire, comme je vous dis, on est plus en contexte de classe adaptée ici, donc on peut s'imaginer des classes de 8-10 enfants, donc qui on met avec qui, les enfants nomment vraiment que ça a un impact pour le bien-être, pour leur bien-être à l'école. Donc, comment penser au pairage d'élèves dans les milieux, et on peut imaginer pas que à l'école. Une sensibilité à la rétroaction négative. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut faire un lien avec l'étude que je vous présentais tout à l'heure avec justement le Wisconsin où on a adapté la tâche. Un grand inconfort qui ressort chez les enfants dans des situations où justement il y a une rétroaction plus négative qui est donnée là, de la part des adultes. Les défis de communication et de compréhension qui sont ressortis aussi. Puis ça, il y a des enfants qui étaient vraiment très bons pour l'exprimer ou se mettaient vraiment même à la place de l'enseignant qui n'avait pas compris leur intention, puis comment un faux départ sur l'enseignant n'a pas compris ce que je voulais faire dans mon travail, puis là, boule de neige, ça grossit, puis l'enfant s'est retrouvé dans le local de retrait alors que ce n'était pas ça au départ. Donc, ces défis de communication-là qui sont nommés par les enfants, de façon assez claire. Sur le plan de l'environnement bâti, l'importance d'avoir un espace à soi, souvent le bureau, le pupitre, donc de pouvoir avoir ce lieu-là qu'on peut investir et ressorti. L'importance d'avoir du mobilier, des espaces variés aussi, est un autre élément qui est apparu. Justement, la question des espaces de retrait, vous savez, ces genres de locaux-là qu'on a dans les écoles, par exemple, quand ça va moins bien, on amène les enfants là, des fois à prendre une pause, se retirer. Un regard très mitigé sur ces espaces-là pour leur fonction qui est proposée. Par ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui aiment y aller, mais pas pour une question de retrait, pour avoir accès, par exemple, à un plus petit espace où je peux partager du temps avec un autre ami, par exemple, pour discuter d'un intérêt qu'on a tous les deux. Oui, mais pour la question de gestion des émotions, par exemple, très, très peu vue positivement par les élèves. L'importance de l'accès à la nature. Beaucoup d'élèves nous amenaient, par exemple, dans l'école avec une fenêtre, une vue vers l'extérieur. On peut parler, par exemple, des oiseaux qu'on peut voir qui sont en train de faire leur nid. Donc, cet accès à la nature-là, autant de l'école que sur la cour d'école, est quelque chose qui est ressorti beaucoup et on n'est pas surpris le confort sensoriel qui est là. Puis finalement, toute la question de la propreté des lieux, on est un peu surpris, c'est ressorti vraiment beaucoup, surtout dans la salle de bain. Donc, des enfants très sensibles à la propreté des espaces aussi. Et par exemple, qui vont se retenir d'aller à la toilette parce que le papier traîne par terre ou il y a un peu trop d'eau à côté des lavabos. Puis finalement, la question des activités, encore là, le rôle des intérêts est là, bien sûr, à l'école. Donc, comment on peut utiliser les intérêts des enfants à l'école et d'avoir des activités d'apprentissage qui sont significatives aussi, donc qui ont un sens pour les enfants.
Puis, je fais un petit aparté vite avec, je sors de l'école puis je m'en vais chez les adultes, mais ces éléments-là, on les retrouve aussi chez les adultes dans un autre contexte, comme par exemple celui du chez-soi. Ici, c'est un projet où on a rencontré une quarantaine d'adultes autistes qui sont tous autonomes sur le plan résidentiel, donc qui ont leur logement, une maison, des fois un logement, par exemple, subventionné. Et ce qui ressort, effectivement, il y a à peu près un quart qui se dit bien chez soi, un autre quart qui se dit vraiment pas bien, puis qui, s'il pouvait, sortirait de chez eux. Puis la moitié, où, oui, il y a des éléments positifs, mais beaucoup d'aspects négatifs quand même qui sont là. Et quand on regarde les principaux facteurs que les gens nomment pour être bien chez soi, ben, on revoit des éléments un peu similaires. Donc, justement, les espaces de vie adaptés, comme le confort sensoriel, les modes de communication, le type de service, la prévisibilité aussi des lieux qui ont une lisibilité, donc qui ont une logique aussi dans la façon dont ils sont organisés. La possibilité de faire des choix revient là aussi. Donc, pour faire des choix, il faut bien qu'il y ait une offre aussi qui soit là, puis tous les aspects sociaux qui sont jugés comme étant importants, donc de pouvoir sentir qu'on fait partie d'une communauté, d'avoir des opportunités de rencontre aussi dans le quartier, par exemple. Puis je continue mon petit saut chez les adultes parce que je parlais, le dernier projet est avec des adultes qui résident de façon autonome. Ici, on est avec le projet avec la Fondation Verrouille Louis, donc des adultes qui sont dans une ressource résidentielle. Et là, c'est intéressant de voir, c'est un milieu où on a essayé de le construire, en tout cas le plus près possible des données probantes, autant sur le plan architectural que sur le plan clinique. Les images que vous voyez ici, c'est des images tirées là, d'un documentaire qui a été fait à Découverte l'année dernière sur justement la recherche autour de ce projet-là. Et c'est intéressant de voir justement, c'est quoi l'impact d'un environnement qui est en tout cas, le mieux possible avec ce qu'on sait actuellement, pensé en fonction des besoins là, des personnes autistes. Ce qui est intéressant de voir, on avait différents indicateurs. C'est un projet longitudinal. Au départ, c'est mon projet de postdoctorat qui s'est poursuivi. Donc, où pendant 4 ans, on a suivi, dans le fond, l'évolution des résidents là-bas. Et ici, vous avez un exemple de mesure sur la qualité de vie. Donc, quand on regarde, par exemple, avec des échelles sur le plan de la qualité de vie, c'est intéressant de voir avant l'entrée à la maison, puis comment ça se poursuit dans le temps. On n'a pas vu de baisse au niveau de la qualité de vie. Ce qu'on voit souvent dans d'autres études, hein, où souvent les gens qui résident dans un foyer de groupe, par exemple, souvent la qualité de vie est estimée plus faible que dans d'autres contextes d'habitation. Puis, au contraire, on voit même une légère hausse qui s'installe dans le temps, qui n'est pas là dès le premier temps de mesure, là, qui apparaît plus au deuxième temps de mesure, comme si ça prend là, une certaine année là, s'installer, puis apprendre à se connaître mutuellement. Puis on voit ce genre de données-là, donc au niveau soit de la stabilité ou même d'une amélioration. On avait différents indicateurs, que ce soit au niveau des comportements adaptatifs, que ce soit au niveau de l'anxiété, au niveau du profil sensoriel. C'est toujours un peu la même courbe là, qui est là pour les différentes mesures. Donc, ça a vraiment un impact assez positif. Donc, c'est une question qui est intéressante, en tout cas, à mettre de l'avant. Puis, une chose qu'on trouvait importante de faire dans ce projet-là, et on avait été surpris quand on a mené une revue littérature un peu sur le contexte résidentiel, voir un peu qu'est-ce qui fait qu'un chez-soi est favorable pour les personnes autistes. Puis c'est intéressant de voir que bien la majorité des études se font beaucoup dans un contexte de vie de groupe. On n'avait à peu près jamais sondé les personnes autistes à cause, on peut imaginer, des défis sur le plan de la communication, notamment sur qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce qui est important pour elle quand on parle d'un chez-soi qui est favorable. Puis, pour nous, on trouvait ça important, en tout cas du moins d'essayer. Donc, on peut voir un peu la même méthodologie que celle qu'on a utilisée à l'école, donc avec une matrice de photos, d'espace, dans un parcours commenté à la maison, avec différents modes de communication, à l'écrit, par exemple. Et ça a vraiment bien fonctionné. Les adultes ont aimé ce genre d'activité-là. Ils ont été en mesure de nommer des choses vraiment bien intéressantes. Puis encore là, on peut faire le maillage là, avec ce qu'on a vu dans l'étude précédente. Donc, encore là, l'importance des relations significatives qui a été nommée par les adultes. Il faut dire que le 2 tiers avait présenté aussi une déficience intellectuelle, puis il y avait quand même une bonne proportion qui était minimalement verbale et qui était quand même, à force de classer des choses, nous montrer des éléments, là où le non-verbal se dirigeait dans l'entretien, était capable de ressortir ces éléments-là. Mais en même temps, le contrôle sur les modes relationnels aussi, donc de choisir quand, comment, où on a envie d'être en relation.
les opportunités occupationnelles sont, un peu comme tout à l'heure, sont ressorties aussi. Les intérêts et les passions qui occupent une place bien importante, le confort sensoriel, la diversité des moyens de régulation. Ça, c'est intéressant. On va y venir dans la prochaine étude avec les enfants. Donc, de voir comment repenser des fois l'offre qu'on peut faire au niveau des moyens de régulation et la question de la sécurité aussi. Donc, de se sentir en sécurité chez soi. Puis certains l'ont nommé vraiment très explicitement. C'était très intéressant comme processus. On retourne à l'école, donc fin de la parenthèse pour les adultes. On parlait de bien-être émotionnel. Puis d'entrée de jeu tout à l'heure, je nommais les deux grands défis, hein, être bien à l'école puis être capable d'apprendre selon des stratégies qui me conviennent. Donc, justement, quand on parle du bien-être émotionnel, on a essayé de voir qu'est-ce qui semble être aidant pour les enfants. On sait que l'anxiété est élevée. Qu'est-ce qui semble être des stratégies que les enfants trouvent intéressante, aidante, puis est-ce que c'est disponible et là à l'école? Donc, c'est un autre projet qui est toujours en cours. Et quand on a construit ce projet-là, on s'est vite rendu compte que des questionnaires sur les stratégies de gestion des émotions, souvent, il y en a moins. C'est plus sur comment souvent l'émotion, l'anxiété, par exemple, se manifeste. Et là, quand on voulait avoir des items qui ciblaient peut-être des stratégies que les personnes autistes utilisent peut-être plus préférablement, comme des stratégies sensorielles ou liées aux intérêts, ah ben là, ça n'existait pas. Donc, on a élaborer un questionnaire en équipe avec des personnes autistes aussi, où l'idée, c'était de voir justement c'est quoi les préférences des enfants, puis est-ce qu'ils trouvent qu'ils ont accès à l'école à ces préférences-là. Donc, c'est un questionnaire là, qui se fait sur Qualtrics avec une cinquantaine de questions, avec une échelle de type Likert que les enfants peuvent cibler ce qu'ils trouvent qui est très aidant à ce qui n'est pas du tout aidant. Et bien sûr, on retrouve des items qui ciblent ce qu'on voit plus communément, donc des stratégies plus relationnelles, par exemple, aller chercher le réconfort de quelqu'un ou des stratégies plus cognitives comme penser à un souvenir, un beau souvenir ou essayer de me changer les idées, compter à rebours, par exemple, ou des stratégies plus qu'on retrouve aussi en autisme, donc l'utilisation des intérêts et des stratégies sensorielles. Donc, pour vous montrer un exemple, là, c'est un collage d'images. Le fini n'est pas aussi intéressant que sur la tablette, mais par exemple, quand je me sens pas bien, j'aime avoir un objet lourd sur moi. Puis l'enfant peut placer son curseur là où il trouve que c'est aidant plus ou moins. J'aime écouter de la musique. J'essaie de ne pas penser à ce qui me dérange. J'aime dessiner. Et quand une stratégie était jugée en haut de 3, ben là, une sous-question apparaissait, puis l'enfant pouvait nommer si oui ou non ce moyen-là était accessible à l'école. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on prend tout le groupe ensemble, puis toutes les stratégies, il y a une légère différence pour les stratégies relationnelles qui ressortent un petit peu plus jugées favorablement. Ce qui est intéressant dans ces items-là, c'est qu'il y a certains items qui touchent à la fois l'idée d'aller chercher, par exemple, le réconfort de l'autre, mais aussi des items qui jouent sur un peu ce qu'on voyait tout à l'heure, le contrôle au niveau de l'interaction, puis choisir comment on peut moduler l'interaction dans ces moments-là où on se sent moins bien. Mais ce qui est intéressant, il y a quand on prend tout le groupe ensemble, mais quand on se met à regarder de façon individuelle, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a une très grande variabilité, à la fois chez le même enfant, même dans certains domaines, des choses qui sont jugées très fortement, puis d'autres pas du tout. Puis d'un enfant à l'autre, c'est vraiment très différent. Et quand on regarde l'accès maintenant, puis là, je rappelle, on est toujours au primaire, plus dans des classes spécialisées qu'en classe ordinaire, ben, l'accès est assez bon quand on regarde en moyenne pour l'ensemble des stratégies. L'aspect sensoriel ressort un peu plus faible quand même que, par exemple, l'aspect relationnel, que les stratégies relationnelles. Mais encore là, on pourrait s'imaginer que si on avait un échantillon un peu plus équilibré avec des enfants aussi en classe ordinaire, peut-être que là, ça baisserait un peu. Mais ce qui est encore là intéressant, c'est l'analyse plus individuelle, au-delà de l'analyse de groupe, c'est que on peut voir, par exemple, qu'il y a à peu près le quart des enfants que toutes les stratégies qu'ils ont identifiées comme étant aidantes sont jugées pas disponibles. Il y a des stratégies qui ont été utilisées, qui sont jugées favorables par un large bassin d'enfants, qui sont jugés comme étant pas accessibles non plus. Donc, c'est un peu dans cette optique-là de voir comment on peut peut-être mieux adresser ce sous-groupe d'enfants-là qui
semblent, d'après cet exercice-là, pas retrouver nécessairement les moyens jugés favorables. Et dans la suite des choses, l'idée est de voir comment on peut développer tranquillement des outils au niveau de la gestion d'anxiété et des émotions qui sont, qui adressent peut-être, qui reprennent un peu le filtre quand on parlait du traitement, un peu de l'information, de ce qui est plus favorable quand on présente un peu le contenu d'apprentissage. Comment on peut proposer un peu des stratégies qui vont reprendre ces éléments-là pour rejoindre, là, en tout cas, soutenir cet apprentissage-là, puis travailler tranquillement vers plus une connaissance de soi, connaître, qui je suis, comment je fonctionne, quel genre de moyens, moi, m'aide moins, pour avoir un peu plus d'emprise. On est donc dans une perspective un peu d'autodétermination. Donc, ça, c'est encore très pilote. On l'a développé, on l'a piloté dans les écoles, et là, on commence à la recherche autour de ce projet-là. Et je terminerai la présentation pour se laisser un peu de temps là, avec les questions sur une dernière étude. On parlait de l'environnement de l'école, on parlait du bien-être, puis on voulait parler des apprentissages, faire un peu un maillage aussi avec le reste. Justement, quand on regarde, qu'est-ce que les enfants ont à dire, les enfants autistes, sur des situations où ils trouvent qu'ils apprennent bien, où c'est plus facile. Donc, un autre projet qui est en cours, le projet de Cynthia ici, Frankie. Donc, vraiment dans une idée de pouvoir nourrir les pratiques pédagogiques là, qu'on développe à l'école et de pouvoir nourrir cette idée d'un apprentissage beaucoup plus universel aussi, dont chaque élève peut aller au bout là, de son potentiel. Donc, un projet vraiment en différentes phases. Là, aujourd'hui, je m'attarde plus aux élèves du primaire, mais l'exercice commence avec les élèves du secondaire. On recueille aussi, on a recueilli le point de vue d'adultes autistes également sur leur parcours scolaire, puis le genre de situation qu'ils trouvent aidantes, d'autres moins, pour prendre tout ça et finalement co-construire avec le personnel enseignant, les personnes autistes, imaginer des situations d'apprentissage scolaire où on pourrait mieux reprendre ces différents éléments-là. Donc, un peu le même exercice, donc avec une quarantaine d'enfants. Toujours l'idée de développer un canevas d'entretien qui est adapté aussi. Surtout là, on adresse un contenu des fois qui n'est pas si évident que ça sur lequel élaborer. Donc, qui va cibler les thèmes de l'expérience d'apprentissage, un peu nos trois grands thèmes qu'on voulait adresser. Donc, oui, l'espace, donc un peu le lien avec l'environnement tout à l'heure, mais beaucoup le genre de matériel que les enfants aiment utiliser, la manière dont ils aiment recevoir le contenu, puis est-ce qu'ils ont des pistes de solutions à nous proposer? Et l'idée, c'était de voir à la fois pour chaque thème, avoir des questions ouvertes et des questions fermées sous forme de classement d'images pour permettre aux élèves qui étaient moins aisés peut-être dans l'élaboration verbale ou même dans l'élaboration écrite de pouvoir aussi se prononcer. Puis en faisant l'exercice à l'école, ça permettait d'utiliser les travaux scolaires des enfants aussi, ce qu'ils ont trouvé facile, plus difficile pour pouvoir nourrir la discussion. Donc, des exemples de questions plus ouvertes sur les matières, par exemple, préférées, puis finalement une question où on classe, et donc les enfants ont des pictogrammes avec des images qui représentent chacune des activités scolaires, puis les enfants peuvent classer ce qu'ils aiment beaucoup à ce qu'ils aiment très peu. Par exemple, le matériel avec lequel ils aiment travailler, puis encore là, on présente différentes images qui peuvent représenter différents types d'activités, des mots cachés, un jeu à l'ordinateur, recopier, bref, toutes sortes d'activités qui sont faites régulièrement à l'école pour voir le genre d'activités dans lesquelles ils apprécient plus, moins. Et ce qui ressort, c'est un projet là, aussi qui est en cours, mais des choses intéressantes qui ressortent jusqu'à maintenant. L'aspect visuel ressort beaucoup. On n'est pas surpris, mais Corel vraiment là, va avec ce qu'on présentait là, en début du webinaire, des réponses fermées plus que des questions, des questions ouvertes, l'accès à une variété de matériel, beaucoup l'ordinateur et beaucoup pour l'aspect autodidacte et autonome, donc de pouvoir travailler par soi-même. Et ça, on est en train d'analyser le contenu de ce que les adultes ont à nous raconter sur leur parcours, et je pense que le mot autodidacte revient dans à peu près tous les entretiens qui ont été faits, de pouvoir avoir accès au matériel, de pouvoir apprendre par soi-même aussi, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans le discours des adultes. L'exploration et la manipulation, donc encore là en lien avec ce qui était documenté, et encore la question des intérêts et du sens là, qui revient. Pour ce qui est de la manière, la relation à l'enseignant revient encore là beaucoup. On parlait de la sensibilité à la rétroaction qui revient, mais ici, ce que les enfants rajoutent, c'est vraiment le timing, le moment d'intervenir. Donc, il y a des enfants qui nomment où l'enseignant arrive comme trop tôt dans le...
dans le support qui est apporté, comme s'ils disent, ben, je suis en train d'essayer de comprendre par moi-même, puis quand l'intervention arrive trop tôt, ça défait un peu ça. Donc, la question de quand intervenir, des étapes définies, ordonnées, puis qui ont une logique pour l'élève, les intérêts aussi dans l'apprentissage, puis de trouver le bon niveau de complexité et de rythme aussi, ce qui est à la fois un défi en étant en groupe, mais beaucoup d'élèves, des fois, souhaitent pouvoir soit avoir accès à de l'accélération, par exemple, au niveau des apprentissages, pour garder cet intérêt-là aussi. Donc, ça, plusieurs l'ont nommé également. Et sinon, en termes d'espace, des éléments qui reviennent de façon vraiment transversale dans les projets sur le confort sensoriel, la variété aussi des espaces. Donc, selon la matière, selon le type d'activité, ce n'est pas nécessairement les mêmes espaces que les enfants aimaient. Voilà. Donc, c'est pas pire. Je voulais qu'on se garde une dizaine de minutes et puis on arrive en plein là. Donc, c'est un peu là où je pensais m'arrêter là aujourd'hui. Donc, un peu de voir le tissage un peu qu'on peut faire entre ce qu'on connaît tranquillement, de la cognition plus spécifique sur l'apprentissage en autisme, mais aussi qui va vraiment avec ce que les gens nomment aussi, et ces liens-là qu'on peut faire entre tout ça et penser à voir comment on peut façonner en tout cas les environnements pour pouvoir intégrer ces éléments-là. Parce que vraiment, je pense que dans la trajectoire, beaucoup d'adultes le nomment, si la trajectoire avait été différente, leur trajectoire scolaire, en tout cas, aurait pu les mener ailleurs et peut-être arrêter moins vite à l'école aussi, ou en tout cas apprendre différemment. Puis, c'est des choses intéressantes là, qui ressortent. Donc, voilà, je m'arrêterai ici.